Bonjour, aujourd'hui je propose de calculer le déterminant d'une matrice triangulaire par bloc par trois méthodes. Dans les trois cas, on se ramène donc une matrice triangulaire par bloc, ça veut dire en gros qu'elle va être comme ceci, avec des zéros là, et puis des choses là. Bon, c'est une matrice carrée évidemment, puisqu'on en calcule le déterminant, mais évidemment, vous comprenez que par récurrence, on peut se limité au cas où on a deux blocs, d'accord? Donc un bloc diagonal ici qu'on va appeler A, un bloc diagonal qu'on va appeler B, et ici, ce qu'on veut, c'est quartier libre. Et on va essayer de calculer le déterminant de ça. Bon. Alors, je spoil personne si je vous dis que le déterminant ici de cette matrice-là est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Allez, on y va pour la première méthode. Alors, première méthode, la grosse formule du déterminant. Bon, alors évidemment, c'est pas à conseiller en général, mais je sais que les étudiants, ils sont rassurés par les grosses formules, et là, c'est vrai qu'on arrive à s'en sortir. Bon, vous allez voir que c'est quand même pas la méthode la plus élégante. Mais c'est intéressant de voir comment on s'en sort avec cette grosse formule. On va dire que le déterminant de t, c'est égal à la somme sur, c'est ça la grosse formule, sur toutes les permutations sigma de Sn, de la signature de sigma, epsilon sigma, fois le produit de t, de sigma j, j allant de 1 à n. Mais là, on se rend compte que à cause de ces zéros-là, quand sur la colonne J, on envoie, donc J compris entre 1 et M, donc je vais subdiviser en fait, ici je dis que A est de taille MM et B est de taille N-M, N-M. Donc ici, évidemment, si j'ai pour une colonne J entre 1 et M, sigma de J qui est strictement plus grand que M, et bien dans ce cas-là, on va avoir un terme forcément nul, et la nullité d'un seul terme va annuler tout le produit. Donc maintenant, je ne regarde que les sigmas qui sont admissibles en quelque sorte, c'est-à-dire les sigmas qui sont des bijections qui préservent l'intervalle 1M. Mais comme sigma est une bijection, elle est injective, donc elle va envoyer l'intervalle 1M sur 1M, d'accord? Et donc je suis en train de dire que j'élimine les sigmas qui ne vérifient pas ça. Et donc maintenant, à partir du moment où sigma envoie 1M sur 1M, eh bien, ça va envoyer forcément, par injectivité encore, n plus 1 n sur, dans m plus 1 n dans un premier temps, et sur m plus 1 n dans un deuxième temps, parce que par injectivité aussi. Donc, maintenant, ça veut dire que les sigmas admissibles sont des sigmas qui se décomposent en quelque sorte en deux permutations. Une permutation ici de 1m et une permutation de m plus 1n. On va prendre donc taux qui va de 1m vers 1m, d'accord? Donc ça, là j'ai choisi un sigma admissible, et on va regarder juste la restriction ici de taux, et on va prendre taux et on va le prolonger en l'identité sur 1n. Pareil pour taux prime, qui préserve m plus 1 n, qui vaut sigma sur m plus 1 n, et qui est prolongé par l'identité sur 1 n. Et là maintenant, donc voilà, on a prolongé, ça veut dire que sigma est égal à taux rond taux prime, évidemment, donc ça, puisque ça va être valable pour tout élément, donc on fait une dichotomie en quelque sorte, on fait deux cas, et on voit que sigma de x est égal à taux rond taux prime de x dans tous les cas. Et donc ça veut dire que ici, quand on va regarder epsilon de sigma, ça va être epsilon taux rond taux prime, ça va faire epsilon de taux fois epsilon de taux prime.
Donc voilà mon déterminant, et j'ai scindé évidemment mon produit ici T sigma J, J, en J allant de 1 à M et J allant de M plus 1 à N. Voilà, c'est tout, hein, d'accord? Donc ça nous fait ceci, d'accord? Et je peux, disons que je peux considérer, en fait, ici, bon, a priori, je devrais dire que taux prime, c'est les permutations de n plus 1 n, mais c'est isomorphe hein, aux permutations de 1 n moins m. Voilà, donc on a ça. Ce qui nous fait ici que le déterminant, maintenant, ça, par distributivité, bah, ça veut dire que c'est la somme de epsilon taux pi de t taux de j, j, pour taux sur Sn, fois la même chose pour taux prime. Pas tout à fait la même chose sur taux prime, parce que normalement, si je veux être honnête, on est dans S de m plus 1 n, mais c'est la même signature si on est, il n'y a qu'une seule signature, hein, si on est sur, si on considère taux prime sur S de n moins m. Donc ici, on reconnaît le déterminant de A, d'après cette forme de matrice, et ici le déterminant de B. Voilà, en gros, finalement, ça veut dire que cette étoile n'a servi à rien, donc les éléments qui sont là ne servent à rien, parce qu'à partir du moment où ils interviennent dans la formule, ben forcément, la règle des bijections de l'intervalle des entiers de 1 à n fait que forcément, il y aura un 0 dans le produit ici. Voilà l'histoire, et on va passer à la seconde méthode. Ça va aller mieux. Alors maintenant, cette méthode-là, la deuxième méthode, est inspirée du pivot de Gauss. C'est-à-dire que, au lieu de le regarder, bon, on a l'habitude des systèmes linéaires, donc quitte à transposer ce qui ne change rien au déterminant, on va supposer que la matrice est triangulaire inférieure, et qu'on a A, C, B et 0 ici. Et puisqu'on s'inspire du pivot de Gauss, on va supposer que ça, c'est le pivot. A, ça va être le pivot. Ça veut dire en gros qu'on va supposer dans un premier temps, au moins dans un premier temps, que A est inversible. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que le déterminant de A est non nul, puisque c'est un terme diagonal. Et là, puisque c'est inversible, regardez, cette matrice, c'est le produit de trois matrices, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Effectivement, si je fais celle-ci fois celle-ci, quand je regarde en tant que matrice, bah, par le calcul par bloc, c'est AB. Et quand on a AB ici je vais avoir A, quand je vais multiplier, là, A-1 va se simplifier avec A, hein, donc il va rester C, et là, je vais avoir 0, et là, je vais avoir 0, et j'aurai B ici. Voilà. Donc, en fait, par la propriété multiplicative du déterminant, j'ai ceci. Alors, c'est une méthode que j'aime bien, elle est instructive, parce qu'elle utilise finalement le pivot. Et donc maintenant, comment je vais calculer ce déterminant? Ben, je calcule ce déterminant hein, par récurrence en quelque sorte. Par exemple, si je développe par rapport à la dernière colonne, eh bien, je vais avoir un 1 fois un déterminant plus petit, etc., etc. Je vais développer par rapport encore à la dernière colonne de ma matrice de taille n-1, etc., etc., jusqu'à ce que je tombe sur le déterminant de IM, donc ça fait 1. Donc là, le déterminant ici est égal à 1. Là, le déterminant ici, eh ben, on fait exactement pareil. Et on voit qu'on tombe à la fin sur det de A. Et là, on fait pareil, mais au lieu de prendre la dernière colonne, on prend la première colonne, etc. par récurrence. Et on tombe sur le déterminant de B. Ce qui veut dire que on a que ce déterminant, c'est det de A fois det de B. Mais on a fait une supposition. On a supposé que A était inversible. Donc maintenant, on ne va plus supposer que A est inversible, on va supposer qu'il n'est pas inversible, justement. Si det de A est égal à 0, eh bien, si det de A est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lignes de A sont liées.
d'accord? Mais ça veut dire aussi que les lignes de notre matrice T, triangulaire ici, sont liées aussi, puisqu'il y a une relation de liaison dans A, et bien comme il y a des zéros ici, ça va impliquer directement une relation de liaison au niveau de la matrice T, des lignes de la matrice T. Donc ça veut dire que là, ce déterminant, il est nul aussi, d'accord? Donc la formule est encore vraie, puisque dans ce cas-là, ce déterminant est nul, et det de A fois det de B est nul, puisque le déterminant de A est nul. Voilà, donc ça fait une preuve que je trouve assez agréable, instructive, d'accord, si, disons que c'est du pivot par bloc. Voilà, on pourrait la résumer comme ça. Ok, allez, plus qu'une méthode, et bon, évidemment c'est ma préférée parce que c'est la plus, on va dire, structurelle, donc finalement, pour des gens qui sont en licence et même en master, c'est la plus instructive. Alors allons-y pour la preuve la plus structurelle, on va dire la preuve la number one des algébristes. On va appeler phi l'application qui va de km croix, alors k c'est le corps sur lequel on travaille, hein, km croix, etc. jusqu'à km, voilà, dans k. On regarde m copie de km, d'accord, le même m, hein, qui a A1 jusqu'à AM, d'accord, donc ça c'est des vecteurs colonnes, d'accord. Il y a m vecteurs colonnes. Ben, avec ces vecteurs colonnes, ben, évidemment, on construit une matrice A qui est carrée, hein, de taille n, et donc on fixe, bien sûr, B et le étoile, donc ça, B et étoile sont fixés, et on regarde ça dépendant de la variable A, en quelque sorte. Hein. Et donc, on regarde ici l'application qui a m vecteurs colonnes associe la matrice A qu'on a construite avec ça, 0, étoile B et B étant fixés. Donc, on vérifie, donc ça, vous voyez, maintenant on va regarder la structure de phi. C'est-à-dire que phi, bah, forcément, je dis qu'elle est linéaire en chaque colonne de A. Pourquoi? Bah, parce que si on regarde une relation linéaire sur une colonne donnée de A, ça va nous donner la même relation linéaire quand on va prolonger ici la colonne en 0, puisqu'on la prolonge avec que du 0. Donc les relations qui vont être vraies sur A, elles vont continuer à être vraies sur 0, hein, puisque lambda 0 plus mu 0, ça fait 0. Donc, si vous voulez, hein, quand on va prendre un truc style A, J sur une certaine colonne, plus mu A', J, eh bien, ça va se prolonger, hein, en quelque sorte, avec 0, en une même relation sur la matrice T. TJ plus mu T'. Ça, c'est deux colonnes J possibles de T. Et c'est linéaire en ces colonnes, puisqu'on est en train de prendre le déterminant. Et on sait que le déterminant d'une matrice de taille n, cette fois-ci, est justement linéaire. Donc c'est linéaire en chaque colonne, d'accord? C'est facile à voir. Et c'est alterné. Toujours pareil. C'est-à-dire, alterné, ça veut dire que si je répète deux fois la même colonne dans A, je devrais avoir 0. Ben oui. Si je répète deux fois la même colonne dans A, ben, comme j'ai prolongé par des zéros ici, je répète deux fois la même colonne dans T. Et donc, ça va faire 0. Donc, phi est m linéaire alterné, et on a un théorème, c'est le théorème principal sur les déterminants, c'est que c'est unique, une forme linéaire, m linéaire alternée, ici, est unique, attention, à coefficient près. Ça veut dire qu'il existe lambda, il existe un lambda, dans le cas, tel que phi de A est égal, quel que soit, à lambda det de A. Donc vous avez le déterminant, hein, qui est à scalaire près l'unique application m linéaire alternée sur ce produit d'espace. Donc maintenant, pour calculer lambda, comment on fait? Alors, on ne prend pas A égale 0, parce que ça va nous donner 0 égale 0, et ça, ce serait dommage. Donc, on va prendre A égale IM, ce qui va nous donner que phi de IM est égal à lambda déterminant de IM. Mais le déterminant de IM, ça fait 1, donc ici, on a lambda.
Donc, si on veut calculer lambda, il n'y a plus qu'à calculer phi de im. Mais ça, c'est facile, parce que phi de im, c'est le déterminant, par définition de phi, hein. C'est le déterminant de im 0 étoile b. Comme tout à l'heure, on fait un développement par rapport à la première ligne et une récurrence, et ça nous fait évidemment tête de b. Donc, comme lambda est égal à tête de b, eh bien, le déterminant, c'est-à-dire phi de a, c'est égal à lambda tête de a, c'est-à-dire tête de a fois tête de b. Voilà, c'était 3 méthodes. Et je ne dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, mais disons, voir les 3 méthodes en un seul lot, c'est instructif sur les méthodes qu'on doit un petit peu connaître autour du déterminant. Et c'est terminé.